Voilà bien sûr le point d'orgue de ce grand débat, de ce grand colloque de la Sorbonne, médecine, santé et sciences au cœur de la société, qui a le grand honneur de recevoir le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et Madame Frédérique Vidal, ministre des Universités et de la Recherche, qui sont accueillis par Véronique Lecointe, bonjour madame, Arbab Chirani, président de la conférence des doyens d'odontologie, et par Bernard Muller, président de la conférence des doyens de pharmacie, par Patrice Diot, président de la conférence des doyens de médecine, et par Olivier Labou, qui représente la conférence des présidents d'université. Patrice Diot. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, d'abord un grand merci, parce qu'on connaît vos agendas à l'un et à l'autre, et on est extrêmement heureux que vous ayez pris la peine et le temps de venir à notre rencontre aujourd'hui pour ce colloque très très important à nos yeux. Ce colloque, on en a eu l'idée, nous, conférence des doyens de médecine et CPU, au moment où on était confinés, et on s'était dit on fera le bilan. Et on n'est pas en position de faire le bilan puisque la crise est toujours là, mais on a eu le temps de réfléchir. Ce colloque nous a amené à nous interroger ce matin sur la santé publique, cet après-midi sur la formation et la recherche. Si vous voulez bien, je vais essentiellement m'exprimer à propos de la formation et de la recherche parce que pour une santé de qualité, il faut qu'il y ait une formation et une recherche de qualité. On avait eu l'occasion de le dire au moment du Ségur de la santé. Les enjeux en termes de formation, c'est que nous répondions aux attentes de la société et des citoyens en matière d'offre de soins. Et ça suppose de grandes modifications auxquelles nous sommes prêts, mais on va avoir besoin de vous. Il s'agit de projeter la formation médicale. Quand je dis médicale, j'entends médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie, car j'ai évoqué le fait qu'on a conduit ce travail avec la CPU, mais on l'a conduit avec les autres conférences médicales, et c'est la première fois qu'on fait ça tous ensemble. C'est la démonstration quand même d'un engagement collectif extrêmement puissant. Donc ce qu'il faut, c'est que nous sortions de nos murs et que nous allions dans les territoires. Ce qui nécessite évidemment d'avoir des enseignants territoriaux universitaires, ce qui nous permettra de développer la pluriprofessionnalité dans l'enseignement, ce qui permet au passage d'ailleurs de faire des économies de moyens, mais ce qui suppose évidemment de réinventer le sens de la rencontre enseignant-enseigné en s'appuyant sur, par exemple, la simulation, sujet sur lequel je reviendrai. Ça, c'était la formation. La recherche, le Covid, même si on ne l'a pas encore tout à fait résolu, nous a appris énormément de choses. Moi, j'ai été stupéfait de voir une étude française publiée dans le JAMA il y a 15 jours, démontrant, et ça va servir aux soins des patients du monde entier, l'intérêt de la dexaméthasone pour le traitement des complications respiratoires du Covid. Ça, c'est extraordinaire. Ce qui l'est moins, c'est les essais hydroxychloroquine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit bien qu'il y a besoin de réfléchir là-dessus. Et encore une fois, il faut réfléchir sans doute avec un nouveau regard et en considérant bien que la recherche médicale, c'est un continuum entre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle et la recherche clinique. On ne peut pas isoler la recherche clinique sous peine de tout stériliser. C'est pour ça que, au moment... et ça s'est terminé cette nuit, si j'ai bien compris, des discussions sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, on a beaucoup insisté pour que l'université apparaisse bien. C'est pas pour tirer d'un côté plutôt que de l'autre, c'est pas ça le sujet du tout, mais c'est parce que si on veut développer la recherche en soins premiers dans notre pays, qui nous fait cruellement défaut, il faut que les universitaires des soins premiers puissent se sentir chez eux dans ces organisations. Et il faut décloisonner. Olivier Labou disait ce matin que seule l'université peut apporter la pluridisciplinarité qui permet de développer la recherche médicale. Et là encore, il faudra évidemment une nouvelle réflexion sur les moyens, sur les fléchages des crédits, peut-être sur leur importance, et aussi, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, sur les carrières. Les carrières hospitalo-universitaires, nous avons des postes aujourd'hui pour lesquels nous n'avons plus de candidats. On me dit que ça n'est pas visible, on le voit sur le terrain, on le vit sur le terrain. Et les carrières des chercheurs aujourd'hui. Donc vous voyez, ces éléments ont été débattus tout au long de la journée. Cette journée, elle se terminera par la production d'actes que nous vous remettrons et que nous suivrons parce que c'est le début d'une histoire qui doit nous faire entrer dans une nouvelle phase et qui doit permettre à la formation et à la recherche médicale de reprendre une place qu'elle est peut-être en train de perdre sur le plan de la recherche. On en a des indicateurs. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant encore une fois et vous dire qu'il y a des centaines
d'internautes, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs en l'occurrence, mais qui nous regardent et qui vont vous regarder, qui vont vous écouter. Donc vraiment, un grand merci pour être là avec nous aujourd'hui. Des milliers, Monsieur le Président. Olivier Labou, des milliers, Monsieur le Président, nous regardent. Madame la Ministre, cher Frédéric, Monsieur le Ministre, merci infiniment d'être présent aujourd'hui. Sujet d'actualité. Je vais commencer par vous, Madame la Ministre, avec 3 priorités de rentrée, en quelques très brèves minutes. Le service public, c'est une évidence, qui se conjugue cette année avec la santé publique, et ce qui est extrêmement fort et original dans ces rentrées. Nous devons gérer les Covid+, les clusters sur l'ensemble du territoire, ensemble avec les autorités de l'État, mais avec une territorialisation de la décision la plus proximale possible, avec un cadrage national. La 3e priorité, c'est la recherche publique. À l'Assemblée nationale, cette nuit, il n'y a pas eu l'émotion de censure, il y a eu l'émotion d'une ministre. C'est un mauvais jeu de mots, mais je ne peux pas m'empêcher. Parce que cette loi, elle est ambitieuse, avec des moyens considérables, et cette recherche publique, elle est portée sur la durée, mais elle procède dans le domaine de la santé, je dis une évidence, pour le partager encore, sur le rapprochement des cultures, des modes de pensée, des pratiques, le fait que les disciplines s'embrassent, se réunissent, collaborent. C'est le seul moyen d'avoir une recherche en santé globale qui s'empare des sujets complexes. En écho avec ce que vient de dire Patrice Diot, la formation en santé, qui d'autre que l'université, je le répète, est capable de proposer cette rencontre des champs disciplinaires qui ont été la construction même du siècle dernier sur l'excellence. Aujourd'hui, l'excellence, c'est la rencontre en sachant chacun les limites de sa discipline, et c'est ça d'être le meilleur. Et aujourd'hui, nous souhaitons véritablement que sur la base de la réflexion qui se fait aujourd'hui, la prospection notamment dans le champ de la santé publique, nous puissions poursuivre cette activité. Monsieur le ministre, nous vous avons écouté notamment hier soir, mais pas que, mais notamment hier soir, avec des décisions difficiles, et nous remarquons qu'elles sont appuyées sur un avis, chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité, un avis scientifique. Et nous sommes satisfaits de voir la place de la science dans cette décision, sans mélange des genres, mais chacun dans ses responsabilités, comme je disais. Il faut aller plus loin, certainement, sur le lien science et société, quand on sait que nos jeunes, dans les écoles, dans les lycées, ne savent pas comment est construite la connaissance même. Donc le travail est considérable. Et puis nous avons écouté vos propos au moment de la présentation du rapport de Nicole Notat. Et j'étais présent, il me semble ne pas me tromper, vous avez évoqué le travail du Ségur de la santé, avec la revalorisation, la réorganisation, le soutien hospitalier, mais peut-être l'hypothèse d'un Ségur de la santé publique. Et nous y sommes avec cette dimension santé publique qui va au-delà des moyens, à peu près 6% des moyens, si je ne me trompe, 5 ou 6% des moyens en santé publique sur le budget de la santé. Et puis un choc culturel à opérer. On voit des pays qui ont une organisation de santé publique remarquable et qui n'ont pas su gérer la crise, et inversement. Donc là, il y a un travail qui est à poursuivre, et les 4 conférences et la CPU qui travaillent ensemble, je pense que c'est une bonne démonstration d'engagement pour poursuivre ce travail. Merci infiniment de votre présence. Voilà, je crois, madame, que vous allez commencer. Vous allez au pupitre, je crois. Merci beaucoup. Voilà, nous vous écoutons. Frédéric Vidal, ministre des Universités, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, cher Olivier, monsieur le président de la conférence des doyens de médecine, madame et messieurs les présidents des conférences, monsieur le vice-président de la CPU, madame la rectrice, chère Simone, mesdames et messieurs, chers collègues. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. L'occasion de participer à ce colloque annuel s'est longtemps fait attendre, mais je crois qu'elle se présente cette année dans des circonstances qui appelaient tout particulièrement ma présence à vos côtés. En effet, je tenais tout d'abord à profiter de cet événement pour vous remercier à nouveau de votre gestion exemplaire de la crise sanitaire durant les derniers mois. Vous vous êtes engagés sur tous les fronts, ceux de l'enseignement, ceux de la recherche, ceux du soin, sans jamais négliger une facette de votre mission au profit d'une autre, ce qui frôle l'ubiquité
mais surtout ce qui force l'admiration. Cet engagement a été celui de toute une communauté qui peut être fière de la solidarité dont elle a su faire preuve. Des personnels administratifs aux enseignants-chercheurs, chacun a répondu présent. Les étudiants en santé ont démontré une capacité d'adaptation remarquable, à la hauteur de leur vocation, de leurs formateurs et de leurs responsabilités futures. Cette mise à l'épreuve, je le sais bien, nous le savons bien, est loin d'être terminée. La rentrée universitaire représente cette année un défi totalement inédit. Répondre à la hausse des effectifs, accompagner des néo-bacheliers sortis du giron scolaire depuis plus de 6 mois, contrôler une épidémie en plein regain, définir l'équilibre le plus juste entre le présentiel et le distanciel, afin de ne sacrifier ni l'accueil, ni la protection des étudiants et des personnels, tout particulièrement exigence difficile lorsque vous êtes dans le même temps mobilisé au chevet des patients qui vous sont confiés. Nous sommes pleinement conscients de cette complexité. C'est la raison pour laquelle le ministère, le gouvernement ont déployé des moyens exceptionnels pour accompagner cette rentrée, pour préparer l'avenir, et en particulier dans le champ de la santé. Car cette crise sanitaire a remis la médecine, la santé et les sciences au cœur de notre projet commun, comme le rappelle l'objet de votre colloque. Depuis l'émergence de la Covid-19, ce sont nos soignants et nos chercheurs qui tiennent notre destinée entre leurs mains, individuellement et collectivement. Nous dépendons de leur dévouement, de leurs compétences et de leur excellence. À la lumière de la pandémie, les 2 grands chantiers que nous avons engagés pour rénover les études en santé et réarmer notre recherche apparaissent donc plus nécessaires que jamais. Il est essentiel que nous puissions les mener à terme dans un contexte qui réclame en lui-même beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie. Pour cela, nous ne devons jamais perdre de vue l'horizon de la réforme des études de santé. Faire émerger une nouvelle génération de soignants, pluriels, solidaires, une vraie communauté de soins, aux sensibilités diverses mais aux liens étroits, car forgés sur les bancs des facultés. Cette transformation est désormais pleinement enclenchée sur tous les fronts, à commencer par celui des capacités d'accueil, des voies d'accès qui ont été augmentées et diversifiées. Cette rentrée signe la fin de la PACES et du numerus clausus, et pour la première fois, l'accès aux études de santé se décline en 35 PASS, 227 mineurs santé et 457 licences à accès santé, répartis sur l'ensemble du territoire, y compris dans des universités qui ne comptent pas de faculté de médecine. C'est une vraie révolution que le ministère a accompagnée par un investissement de 26 millions d'euros, mais qui doit en réalité son succès à votre engagement de tous les instants, et je voulais très sincèrement vous en remercier. Car cette offre élargie a permis de mieux répondre à l'engouement croissant des jeunes pour les métiers du soin et aux besoins des territoires. Pour faire face à une pression démographique encore plus forte cette année, nous avons également soutenu financièrement la création de places supplémentaires dans les filières santé, médicale et paramédicale. Et ce mouvement se poursuivra à la rentrée prochaine et s'articulera à un travail approfondi sur le maillage territorial des formations en santé, qui constitue la première marche vers une égalité réelle dans l'accès aux soins de nos concitoyens. Réussir cette transformation, c'est aussi mettre nos capacités d'encadrement au diapason. C'est pourquoi, conformément aux décisions que j'avais annoncées dans le cadre du Ségur de la santé, une augmentation de 250 postes d'enseignants universitaires, titulaires et associés est prévue sur les 5 prochaines années, 50 par an, qui seront ouverts à des praticiens hospitaliers comme ambulatoires, dans les filières médicales comme dans les filières paramédicales. Certaines régions ont d'ores et déjà pris l'initiative de recruter des praticiens sur des postes universitaires financés localement, et cette démarche sera aussi soutenue. Toutes les initiatives sont en effet les bienvenues pour répondre à ce double objectif: favoriser le brassage des connaissances et des compétences, renforcer l'encadrement des étudiants là où les besoins sont les plus prégnants et développer la recherche sur tous les fronts, et j'y reviendrai. Car il ne s'agit pas seulement de former plus, mais aussi de former mieux, et là encore le changement est en marche. Un nouveau paysage de la formation est en train de se dessiner selon 2 lignes de force: l'interdisciplinarité
et l'approche par compétences. Si la pandémie a repoussé la suppression des ECN d'1 an, un nouveau référentiel de connaissances va pouvoir s'appliquer dès cette année au 2e cycle, grâce à tout le travail que vous avez fourni, avec un consensus exemplaire entre conférences des doyens, collèges et étudiants. Je sais aussi combien vous êtes investis dans l'élaboration des situations cliniques qui serviront de scénario de base tant pour les compétences à acquérir en stage que pour les échos dans la réforme engagée dès cette année. Ce tournant pédagogique assis sur la simulation dans l'acquisition de compétences et dans son évaluation représente un changement qui en réalité n'est pas moins profond que la suppression de la PACES et du numerus clausus. C'est pourquoi mon ministère accompagnera les établissements dans leur appropriation de ces nouveaux modèles et un investissement supplémentaire de 6 millions d'euros permettra d'engager l'acquisition de matériel et de commencer la mise en place des échos dès janvier 2021, de lancer l'augmentation de l'encadrement aussi dès la rentrée prochaine. Afin de maximiser ces effets, je compte sur les établissements pour évaluer et mutualiser les ressources déjà disponibles dans les territoires, dans les UFR, dans les instituts de formation en santé, dans les centres d'enseignement des soins d'urgence, car c'est là aussi, dans ce partage des enseignements, que se joue l'interdisciplinarité et l'interprofessionnalité de la communauté soignante de demain. Le numérique a un rôle de premier plan à jouer dans ce renouveau pédagogique. Pendant le confinement, c'est sur la plateforme UNES et les plateformes de sites qu'a reposé presque entièrement la continuité pédagogique. La période a été riche en initiatives qui doivent aujourd'hui être poursuivies. En complément du fonds d'amorçage de 1 million d'euros décroché dans le cadre de l'appel à projets sur l'hybridation des formations, mon ministère vous apportera son soutien à hauteur de 500 000 euros sur 3 ans pour la réforme du second cycle. L'UNES y puisera les moyens de développer les interconnexions avec les plateformes de sites, les plateformes portées par les territoires et les autres acteurs de la santé. Ce travail est indispensable pour permettre à tout étudiant et à tout professionnel de santé d'avoir accès à des ressources, à des parcours de formation à distance, avec l'ambition à terme d'étendre ce service à tous les métiers du soin non universitarisés. Ce qui se joue là, c'est non seulement une plus grande transversalité des enseignements, mais un élargissement sans précédent du champ des possibles, tant en matière de réorientation que de formation, aux métiers du futur qui émergeront au carrefour des disciplines, aux transformations. Et c'est pourquoi un chef de projet de la Direction générale de l'enseignement supérieur sera à vos côtés pour animer ce secteur du numérique dans les formations en santé et nourrir le dialogue avec les autres champs disciplinaires. Car l'ensemble de la réforme des études en santé est ému par cette ambition, créer du lien entre les savoirs, entre les métiers, entre les acteurs et bien entendu entre le soin, la formation et bien sûr la recherche. La recherche, comme vous le savez, est au cœur de cette rentrée. Elle est à l'agenda parlementaire, mais elle occupe aussi une place de choix dans le plan de relance. La loi de programmation pour la recherche, qui a été votée hier soir par les députés, n'est pas une loi sectorielle. Sa grille de lecture n'est pas disciplinaire, car je crois profondément que notre recherche souffre d'être encore trop partitionnée et que les frontières entre les savoirs, qui ont leur légitimité, sont faites pour être traversées et retraversées. La programmation envisage donc la recherche comme un seul et même continent, dont tous les territoires doivent être correctement irrigués. C'est pourquoi l'investissement historique de 25 milliards d'euros qu'elle engage sur les 10 prochaines années cible le socle de notre recherche, celui qui embrasse l'ensemble du champ des connaissances et permet de relever les défis qui sont devant nous. Ce réinvestissement devra permettre de revaloriser tous les personnels, quel que soit leur grade et leur mission, tous les doctorants, quelle que soit leur discipline, et tous les domaines scientifiques. C'est cette logique universelle, collective, qui a présidé à la refonte des systèmes indemnitaires auxquels seront consacrés 92 millions d'euros par an pendant les 7 prochaines années, 644 millions d'euros au total supplémentaires dans 7 ans. C'est elle aussi qui sous-tend le plan en faveur du doctorat, dont le financement sera plus systématique et dont les financements seront rehaussés de 30%. C'est elle encore qui justifie l'augmentation du budget de l'Agence nationale de la recherche, levier essentiel pour accompagner tous les projets prometteurs, au-delà même des équipes lauréates, grâce à un préciput atteignant à terme
40% des subventions allouées. Ce parti pris en faveur de l'unité de la recherche ne signifie pas pour autant que la loi de programmation ignore ou nie les spécificités de chaque grand domaine disciplinaire. Cette diversité-là est partout présente dans la loi, comme une arrière-pensée, qui, si elle ne structure pas les choix, est constamment prise en compte. Cette diversité prévoit également de couvrir tous les stades de la recherche, de l'avancée des connaissances à leur application ou leur usage. C'est pourquoi cette loi renforce les relations entre la science et la société. C'est pourquoi cette loi renforce l'interface entre le public et le privé, en étendant les améliorations apportées par la loi Pacte à la loi Allègre, et notamment en ouvrant celle-ci à la fonction publique hospitalière. Il sera désormais très facile pour tout chercheur public de participer à la création ou à la direction d'une entreprise, ou encore à des travaux de recherche partagés avec une entreprise. Ainsi, la loi de programmation a vocation à réarmer notre recherche en profondeur sur le long terme, afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans la compétition internationale et dans la résolution des grands défis qui se posent à nous. Si la crise sanitaire que nous traversons constitue l'un de ces défis majeurs, l'effort de recherche sans précédent que nous avons déployé pour lutter contre la Covid-19 a éclairé parfois crûment ce que nous pouvions pressentir de fragmentation de nos efforts. Il ne s'agit pas de critiquer nos engagements et nos actions, bien au contraire, il s'agit d'apprendre de nos observations. Cette crise nous a montré l'absolue nécessité de plus de coordination entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, tant en matière de financement que d'organisation, pour une plus grande synergie au service de la santé de tous et de chacun. C'est l'objectif que nous avons assigné avec Olivier Véran au professeur Patrick Rossignol en mai dernier, afin qu'il nous conseille, sur la base des retours de terrain, sur les nécessaires évolutions de nos organisations, pour garantir une plus grande efficience des essais cliniques sur l'ensemble du territoire. Une meilleure priorisation, une plus grande coordination sont des préalables incontournables à la réalisation de cette ambition. L'effort conjoint de nos deux ministères, mobilisant l'INSERM pour mieux coordonner les essais vaccinaux, participe de cette volonté. Cette coordination pourra également s'adosser à des outils communs. Je pense notamment à l'Agence nationale de la recherche, sur laquelle nous pourrions nous appuyer ensemble pour une plus grande efficience des financements de la recherche biomédicale. Cette approche globale, nous devons être capables de l'étendre à l'ensemble de la recherche en santé. La recherche biomédicale est au carrefour de plusieurs acteurs institutionnels, associatifs, privés, de plusieurs disciplines issues des sciences exactes et des sciences humaines, de plusieurs approches fondamentales, translationnelles, cliniques, ambulatoires. C'est l'objet pluriel par excellence. Et comme tout objet pluriel, sa diversité n'est une force qu'à condition d'être animée par un dialogue constant. Relier chacune de ces facettes entre elles, c'est permettre à la recherche en santé de servir non plus des patients, mais des personnes complètes, complexes. Comme vous le savez, la loi de programmation pour la recherche ne dit pas tout des moyens qui seront injectés dans la recherche pendant les prochaines années. Le plan de relance vient lui aussi apporter son soutien, mais avec une philosophie complémentaire. Si la programmation s'inscrit dans le temps long, en accord avec le tempo naturel de la recherche, le calendrier du plan de relance est quant à lui beaucoup plus resserré. Il a vocation à donner une impulsion décisive au secteur stratégique pour notre souveraineté et notre avenir. La santé digitale, la bioproduction pour les thérapies innovantes, la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes, la lutte contre les maladies infectieuses, la capacité à produire les principes actifs des traitements sont de cela. Ils ont donc vocation à bénéficier des 2,4 milliards d'euros du programme d'investissement d'avenir mobilisé pour accélérer le développement de ces technologies clés sur les 3 prochaines années. Cette stratégie ne serait pas complète si en amont des filières, elle ne venait pas conforter les écosystèmes les plus à même de générer des innovations de rupture. Et c'est pourquoi 3,1 milliards d'euros du programme d'investissement d'avenir seront parallèlement dédiés au financement des structures et dispositifs qui font vivre avec succès le continuum entre recherche, formation, innovation, à l'instar des IHU ou des RHU. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, l'enseignement et la recherche en santé
prennent un nouvel élan. Cette dynamique, cette volonté ne pourront s'accomplir qu'au moyen d'un travail collectif, cassant parfois les codes, pour faciliter l'interdisciplinarité, la synergie des compétences, la complémentarité entre la technique et l'humain. Il ne s'agit pas là que de mots, les actes et les moyens sont au rendez-vous. Hier, nous avons bâti ensemble, aujourd'hui, nous construisons ensemble, et demain nous attend, avec ses défis et ses enjeux, au service de la santé de l'homme dans son environnement. Mais demain, comme aujourd'hui, je serai à vos côtés. Je vous remercie. Merci. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, intervient maintenant. Madame la ministre de la Recherche et des Universités, cher Frédéric, monsieur le vice-président de la Conférence des présidents d'université, monsieur le président de la Conférence nationale des doyens de médecine, mesdames et messieurs les présidents d'université, les doyens de facultés de médecine, pharmacie, odontologie, madame la présidente de la Conférence des enseignants en maïeutique, mesdames et messieurs, chers confrères, chers tous, y compris et notamment certains visages grenoblois que je reconnais derrière les masques. Je suis très heureux d'être heureux parmi vous aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire, et si vous êtes pour beaucoup à distance, je me réjouis de venir à votre rencontre. Le format de ce colloque, mi-présentiel, mi-distanciel, est raisonnable, parce que je le dis et je le répète sans cesse, la vigilance est plus que jamais de rigueur. Pour ceux qui, parmi vous, nous regardent et nous écoutent depuis chez eux, je me contenterai de vous donner quelques éléments de décor en rappelant que dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, 6 grands personnages nous surveillent et nous demandent d'être à la hauteur. Il y a Robert de Sorbon, Descartes, Lavoisier, Rollin, Pascal et Richelieu. Nous sommes donc entre de bonnes mains au moment de parler du thème de votre colloque, un thème d'une actualité brûlante, médecine, santé et sciences au cœur de la société. Je crois pouvoir dire sans me tromper que ce thème, vous l'avez choisi autant qu'il vous a été imposé par les circonstances. Il est quoi qu'il en soit l'occasion d'échanges passionnants. Depuis le début de la gestion de crise sanitaire, je fais de la science le pilier, le pivot, la boussole des prises de décision. Non pas pour m'abriter derrière quelques comités d'experts, mais parce que je crois profondément en la science. Profondément en la science. Et si vous interrogez la place des sciences au cœur de la société, c'est peut-être que, comme moi, vous faites un constat, c'est qu'on parlait du traditionnel triptyque entre science, magie et religion. La religion a laissé largement la place au fil du temps. Reste donc la science et la magie. La science a fait tout ce qu'elle a pu depuis le début de cette crise. Vous l'avez dit, on a réussi à séquencer le génome d'un virus qu'on ne connaissait pas, identifier un test PCR en des temps records, mener des protocoles cliniques, de la recherche fondamentale, appliquée, clinique, mondialisée, avec des bugs, il faut pouvoir le dire, avec de l'empressement par endroits, mais avec le sérieux et la rigueur de la science. Mais la science n'a peut-être pas suffi à endiguer la peur. Au moment où nous demandions aux Français et à la population mondiale, dans son ensemble d'ailleurs, de rester chez elle et de se confiner. Et c'est là que la magie a peut-être trouvé sa place. Parce que croire, je vais citer un exemple que vous connaissez, croire en un traitement miracle, ce n'est pas tant croire au miracle que de croire, mais croire plutôt à la magie pour pouvoir conjurer la peur. La fonction de la magie, elle n'est pas finalement dans la vérité, elle vise à nous permettre collectivement d'arriver à conjurer la peur. Une fois qu'elle opère, il nous faut bien retrouver le chemin de la raison et défaire le sortilège. Pour cela, je le crois foncièrement, nous devons parvenir à réenchanter le discours scientifique, dire et montrer que derrière la recherche, il y a systématiquement une aventure qui se noue. Il faut sortir du discours de la méthode et trouver des mots qui enchantent.
Il faut reconnaître l'inspiration qui pousse le chercheur dans son laboratoire ou auprès de ses malades à se lancer dans des protocoles thérapeutiques ou des méthodes diagnostiques. Montrer cette aventure qui doit au contraire rassurer plutôt que de nous laisser sans réponse. Je sais que votre tâche est immense. Je voulais vous assurer pour commencer de mon soutien le plus total dans ces temps difficiles pour la recherche en médecine, lors même qu'elle a tout pour briller et que les résultats le montrent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens évidemment à vous remercier les universités, les facultés, les enseignants, les étudiants de leur contribution intense à la gestion de la crise sanitaire. Je m'associe évidemment à tout ce qu'a dit ma collègue Frédérique Vidal. Votre appui nous a été et nous est et nous sera encore extrêmement précieux et je vous serai reconnaissant de transmettre mon message de gratitude auprès de vos équipes, auprès de vos étudiants et je vous dis du fond du cœur, en sincérité, merci. Je sais par ailleurs que la reprise actuelle de l'épidémie concerne particulièrement vos établissements, puisque de nombreux clusters ont malheureusement pu être identifiés, notamment parmi les étudiants, et notamment parmi les étudiants en médecine. Il faut être extrêmement vigilant, encore plus quand on porte la responsabilité de se former pour devenir des soignants. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour vous apporter des solutions pour permettre à chacun de travailler et d'étudier dans des conditions de sécurité optimales. Par ailleurs, avec Frédérique Vidal, nous venons de donner aux étudiants du service sanitaire la possibilité de participer aux actions de prévention et de dépistage. Et je les en remercie parce qu'ils ont été nombreux à répondre à l'appel. J'en ai croisé dans les aéroports, j'en ai croisé dans les EHPAD, j'en ai croisé dans les campagnes de Mayenne, j'en ai croisé au cœur des grandes villes. C'est un choix qui se justifie amplement par les circonstances et par la stratégie que nous avons construite pour casser les chaînes de transmission. Et je le dis aussi, je ne suis pas rentré dans une seule cellule de crise de la moindre ARS de France sans tomber sur des étudiants, infirmiers, des étudiants en médecine, des étudiants en odontologie, en maïeutique, qui étaient présents et qui rendent un énorme service. Sachez que nous en avons pleinement conscience. Je sais donc pouvoir à nouveau compter sur l'aide de cette communauté enseignante et étudiante pour lutter contre l'épidémie et vous en remercie par avance. Alors, je vais regarder les différents thèmes de votre colloque et si je ne pouvais y assister, j'avais un mot d'excuse du Sénat ce matin puisque j'étais pendant 3h30 en commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de crise. Les sujets m'intéressent évidemment. Le premier thème de votre colloque, c'était pourquoi et comment donner un nouvel élan à la santé publique en France. C'est presque une perche que vous m'avez tendue. Et en complète harmonie avec les propos que j'ai tenus à la suite du Ségur de la santé conclu cet été, puisque j'ai à cette occasion, et vous l'avez rappelé, annoncé le lancement d'un Ségur de la santé publique. Je ne l'ai pas fait pour le simple plaisir de décliner la réussite du Ségur à d'autres champs du ministère, mais parce que c'est un enjeu absolument crucial. Je vais donc, dans les semaines à venir, ce ne sera pas la même méthode, on ne va pas aboutir en 5 semaines. Mais je veux quand même qu'on soit efficace et qu'on aille vite, et qu'on turbule tous ensemble. Je vais donc, dans les semaines à venir, confier à un collège composé de personnalités incontestables, polyvalentes, pluridisciplinaires, la mission de proposer les grandes priorités de santé publique auxquelles notre pays se doit de répondre et dont les conclusions nourriront le débat qui s'ouvrira avec l'ensemble des acteurs au printemps 2021. Vous avez interrogé ce matin le concept de santé globale, de santé mondiale. Ce concept est d'une importance sans doute jamais atteinte aujourd'hui, qu'il soit appliqué au champ de la médecine comme au champ de la recherche. Il s'agit d'une thématique que mon ministère soutient avec conviction et sans faille. Le ministère des Solidarités et de la Santé s'engage d'ailleurs de manière ambitieuse au service de l'excellence académique sur les sujets de santé mondiale. Je citerai volontiers, je ne peux résister, à titre d'exemple, la participation du ministère au financement et au pilotage du projet d'académie de l'OMS. Cette académie est conçue pour offrir une formation innovante, personnalisée, multilingue, destinée à intégrer la révolution de l'apprentissage tout au long de la vie au secteur de la santé et à atteindre chaque année 10 millions d'apprenants en milieu de carrière dans le monde entier d'ici à 2025. Cette académie sera située à Lyon, dans un campus moderne. Elle verra ses premiers cours disponibles en ligne en mai 2021. Je me suis rendu à Genève il y a 2 mois à la rencontre du Dr Tedros, le président de l'OMS. Nous avons abordé ce sujet de l'Académie de l'OMS et je lui ai rappelé
la très grande motivation de la France pour que ce projet voie le jour sans délai et notre appui sans faille. Ce n'est qu'un exemple, mais il traduit notre volonté d'aller plus loin dans le multilatéralisme en santé. Il le faut et c'est indispensable. J'en parlais cette semaine devant l'Assemblée parlementaire franco-allemande, en présence de mon homologue allemand. Le virus nous prouve qu'une Europe de la santé est nécessaire pour mettre en œuvre des réponses globales, des réponses efficaces et des réponses coordonnées. Je constate trop souvent au quotidien, malgré les efforts des équipes pour se parler et dans l'empressement quotidien qui consiste à vouloir identifier des moyens diagnostiques, des moyens thérapeutiques pour lutter contre le virus, qu'on ne s'appuie pas assez sur les coordinations qui peuvent exister au-delà de nos frontières. Je pense notamment aux voisins allemands, qu'on cite souvent en exemple, mais il y en a bien d'autres, le voisin italien, espagnol. Je m'entretiens toutes les semaines avec chacun des ministres de la santé de l'Europe occidentale, parfois en bilatéral, parfois en multilatéral. On échange énormément et je crois que de cet échange permettent d'émerger un certain nombre de connaissances pour accélérer. Par ailleurs, je travaille activement avec Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à porter des réformes d'envergure sur le plan international, parce que si la crise ne devait avoir qu'une seule vertu, ce serait bien celle de faire bouger les lignes. Je ne dis pas qu'en temps normal, c'est le triomphe de l'immobilisme et de l'inertie, certainement pas. Je dis que dans le contexte que nous traversons, les vœux pieux d'hier prennent désormais la forme d'aspirations légitimes. Qu'il s'agisse de la réforme de l'OMS et de sa gouvernance, ou des positions que nous avons prises en G7 ou en G20 des ministres de la Santé, il y a dans l'air des changements profonds. Et nous n'aurions pas tout à fait tort si nous pensions que des murs sont peu à peu en train de tomber. En début d'après-midi, vous avez échangé sur la médecine dans la société, des universités à l'offre de soins dans les territoires. Je ne vais pas revenir sur les réalisations du ministère dans ce domaine, simplement vous rappeler que l'offre de soins dans les territoires était en quelque sorte la pierre angulaire de Ma Santé 2022, portée par ma prédécesseure, et de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Par ailleurs, avec le Ségur de la santé, nous n'avons pas seulement acté des revalorisations historiques, nous avons aussi franchi une étape supplémentaire dans le changement des pratiques qu'il faut maintenant traduire pleinement. Je pense en particulier aux dispositions relatives au développement de la télésanté, qui naturellement peut favoriser les soins de recours et la réalisation d'enseignements à distance, et notamment ceux réalisés par des acteurs hospitalo-universitaires. Je me mettais à jour ce matin pour l'audition sénatoriale et je m'apercevais que 55% des consultations de pneumologie pendant la crise ont été faites dans notre pays par télémédecine. Et nous sommes passés en l'espace de quelques jours, de quelques milliers de téléconsultations par semaine à plus d'1 million. Moi, j'ai souhaité lever tous les freins pour que cette télémédecine fonctionne. En tout cas, tous les freins qu'on pouvait lever. J'ai autorisé les consultations téléphoniques, l'usage de Skype, l'usage de WhatsApp. On a enlevé toutes les clauses d'ancienneté, de connaissance et de fréquentation du médecin traitant. On a rendu les choses les plus accessibles possibles. Pas de reste à charge, prise en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est un beau pied dans la porte pour une sécurité sociale plus forte demain. Et force est de constater que ça a fonctionné. Et même au sortir de la crise, je constate que nous sommes à plusieurs centaines de milliers de téléconsultations par semaine, ce qui veut dire que les médecins n'attendaient que la télésanté et qu'elle soit simplifiée pour eux, pour s'en servir dans leur exercice. Et je pense que 5 à 10% à la louche des consultations se feront demain ainsi. J'ai même autorisé les infirmières d'ailleurs, les kinés qui ont fait de la rééducation par télésanté, comme quoi c'est possible. Et nous le développerons pour toutes les professions à chaque fois que cela sera nécessaire et demandé. Je pourrais aussi vous parler, mais Frédérique Vidal l'a fait avant moi, de la création dès l'année universitaire en cours et après avis du CNU d'une 50aine de postes d'enseignants universitaires supplémentaires en fonction des besoins des territoires et des projets définis par les universités et UFR pour des praticiens exerçant en ville comme à l'hôpital, recrutés après avis du CNU. Au total, tu l'as dit Frédéric, il s'agira donc de 250 postes sur 5 ans, qui vont venir renforcer l'encadrement des étudiants en santé et les projets universitaires dans les territoires. J'attacherai une attention toute particulière à ce que les disciplines ayant récemment intégré le CNU, à savoir la maïeutique, les sciences infirmières, les sciences de la rééducation et de la réadaptation, fassent partie des disciplines bénéficiaires de ces dispositions. Nous avons besoin de développer la recherche publique
dans les pratiques de soins infirmiers, de maïeutique, de kiné. Nous avons besoin pour cela d'encourager les plus motivés à faire cette filière universitaire belle, exigeante, que je n'ai pas suivie à titre personnel, mais pour laquelle j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration. Cet investissement considérable auquel s'associeront les régions est à la mesure de l'intérêt porté par le gouvernement au renforcement des réseaux d'enseignement et de recherche dans les territoires. Le gouvernement a par ailleurs souhaité que soit inscrit dans la loi LPPR, votée cette nuit, félicitations, cher Frédéric, un très beau texte de loi, un meilleur ancrage territorial de la recherche en confiant aux CHU et aux universités la responsabilité conjointe de la politique de recherche en santé d'un territoire. J'attends également de cette nouvelle organisation une aide au déploiement de la recherche en soins primaires et en soins paramédicaux. Je ne pourrai être présent quand vous aborderez les enjeux de progrès et de développement de la recherche médicale. Je crois que c'est le thème qui suivra cet après-midi. La recherche en santé est un enjeu immense et la crise n'a fait que renforcer le sentiment d'urgence qu'il y a à soutenir cette recherche. À ce jour, la dotation globale annuelle allouée par le ministère des Solidarités et de la Santé au service de la recherche et de l'innovation avoisine 2,3 milliards si je tiens compte de la dotation socle, des programmes de recherche, des appels à projets et de l'appui à l'innovation concernant les médicaments et les dispositifs médicaux. Malgré un contexte économique et budgétaire que vous savez extrêmement tendu, j'ai décidé d'augmenter les crédits mairie alloués aux hôpitaux de 400 millions d'euros sur 8 ans, alors que cette enveloppe n'avait pas été augmentée ces 10 dernières années et avait même vu son montant diminuer jusqu'en 2018. Un soutien financier de 50 millions d'euros supplémentaires sera inscrit dans le PLFSS pour 2021 afin d'initier au plus tôt le processus. Puisque l'on parle d'une nerf de la guerre, je rappelle que le plan de relance du gouvernement inclut un volet recherche dont 2,4 milliards d'euros sont destinés au plan d'investissement d'avenir numéro 4 qui donne les moyens à la France de financer massivement des technologies et des filières émergentes basées sur l'excellence scientifique des laboratoires. Cet investissement massif profitera naturellement pour partie à des thématiques de recherche et innovation en santé, et j'évoquerai particulièrement ici la bioproduction de thérapies innovantes. J'ai en effet demandé à mon ministère de participer à l'effort de structuration indispensable pour développer l'enseignement par simulation conformément aux nouvelles directives pédagogiques des études de santé. Le ministère va ainsi ajouter sa contribution à celle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'a évoqué Frédéric Vidal tout à l'heure, en débloquant 3 millions d'euros pour permettre, dès l'année universitaire en cours, d'entreprendre des investissements matériels et en ressources humaines indispensables. La répartition et la prolongation éventuelle de cette dotation se feront les résultats d'une évaluation auprès de chaque ville universitaire, des ressources existantes à l'université, mais aussi dans les hôpitaux, les écoles, les instituts de formation, parce que des mutualisations de moyens seront certainement à entreprendre. Par ailleurs, et comme je m'y suis engagé en juillet dernier, Frédéric Vidal et moi-même allons lancer dans les prochaines semaines un groupe de travail auquel vos conférences seront naturellement associées, visant à revisiter le parcours des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires et dont nous attendons des conclusions précises dans les prochains mois. Le fruit de cette réflexion, par l'amélioration statutaire attendue, devrait contribuer à restaurer l'attractivité, aujourd'hui moindre, hélas, des statuts des enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, qui sont des acteurs essentiels de la qualité et de la renommée de nos CHU et universités. Vous ne serez pas étonnés de m'entendre conclure sur des propos liés à la crise sanitaire mondiale qui nous touche. Au cours de l'épisode épidémique que nous venons de traverser, le ministère a été à sa place, aux côtés des équipes médicales et scientifiques, en finançant de façon rapide, en 2 vagues, près de 80 projets de recherche en lien avec la Covid-19, pour une autorisation de crédit de près de 40 millions d'euros au total. En réduisant les circuits décisionnels et les délais d'autorisation, je me souviens avoir même demandé à ce qu'on réunisse un CPP un samedi à 14 h par visio pour pouvoir déclencher des études en urgence, afin que nous ne soyons jamais à l'origine des délais avant initiation de protocole. En contribuant à la mise en place d'une coordination nationale et plus récemment en mettant rapidement en œuvre les modes de financement de l'innovation, notamment pour le dépistage.
Cet effort de recherche a contribué à l'amélioration des pratiques de prescription en un temps record. Au-delà de l'excellente réactivité et de l'investissement très important des acteurs, le retour d'expérience montre néanmoins un certain nombre de défauts organisationnels, je le disais en préambule, qu'il convient de corriger pour que la recherche et l'innovation nous permettent d'affronter efficacement la résurgence épidémique que nous constatons. Le rapport du professeur Patrick Rossignol, que Frédérique Vidal et moi-même avions missionné le 25 mai, présente des pistes afin notamment d'améliorer la coordination de la recherche clinique en cas de crise sanitaire et favoriser les études à fort niveau de preuve qui, elles seules, nous mèneront à la découverte de nouveaux traitements ou de nouveaux vaccins. L'une des principales pistes est sans doute celle qui recommande la formation d'un comité ad hoc, incluant les représentants institutionnels de la recherche clinique, structuré autour du consortium Reacting et de son conseil scientifique, qui déterminerait les priorités de recherche à soutenir pour démarrer au plus vite les études correspondant à ces priorités. Les propositions du rapport sont actuellement instruites pour une prise de décision ces prochains jours et une mise en œuvre rapide. Voici donc les principales dispositions que je souhaitais partager avec vous ce jour. Avant de vous quitter, je vous redis toute ma profonde gratitude pour les actions menées, pour toute l'attention que je porte aux thématiques dans lesquelles vous intervenez. Je serai toujours à vos côtés pour les défendre au seul bénéfice de nos concitoyens, même quand ça tangue. Je vous souhaite une bonne fin de colloque et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Ministre. Nous allons poursuivre, comme vous nous y invitez, ce colloque.